Puisque habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On fait une glycémie le matin à jeun au labo, on a une valeur de glycémie, et puis on ne peut pas en dire grand-chose. Donc du coup, le fait de pouvoir avoir une vision beaucoup plus globale des variations de glycémie, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir une glycémie à jeun. Je n'ai jamais dit que de faire un pic de glycémie postprandial était problématique. Moi, je dis que de faire... Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On a découvert Lucie et on est fan. C'est 2 check-ups complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendu enfin accessible au plus grand nombre à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life. Choisis ton test et entre le code podcast1000 pour une réduction. Lien et code en description. Allez, salut tout le monde. Très content d'avoir Dr Anne Lucas de retour pour un épisode 2. Salut Anne. Salut les mecs. Et on est avec Pierre à 1000%. Comment ça va? Ça va super, on est déjà bien échauffé, on a déjà 1h30 de podcast dans les pattes, donc Ouais. c'est Le temps parfait. passe vite. Oui. 1h40 et on s'est régalé. On a fait exprès de séparer ce sujet. Oh là, on va parler des capteurs à glycémie. C'est une exploration voilà, de son métabolisme qui est super intéressant. Et on avait envie d'en parler avec une experte. Donc Anne, dis-nous tout sur ces capteurs à glycémie. Alors déjà, je ne mens pas, j'en ai toujours moi au moins une boîte d'avance. Je les utilise pas personnellement tout le temps, mais ça peut m'arriver d'en utiliser. Alors pourquoi est-ce que ça peut être intéressant d'utiliser des CGM, hein, des Continuous Glucose Monitoring, donc des capteurs de glycémie continue. Euh, alors, à la base, on est d'accord, c'était pour les patients diabétiques de type 2, diabétiques de manière générale, pour contrôler leur glycémie et leur éviter d'avoir à faire des dextros et de se piquer et de perdre la sensibilité au niveau du bout des doigts. C'est vraiment hyper pratique. Néanmoins, aujourd'hui, on peut quand même étendre l'intérêt de ces capteurs aux sujets qui présentent un trouble métabolique. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément déjà diabétique, mais il est en surpoids, il est en obésité, il a un syndrome métabolique, il a l'insulinorésistance, pour voir un peu comment varie sa glycémie. Donc, je vous ai dit dans l'épisode précédent, vous allez me dire, mais elle se contredit, d'arrêter de se focuser sur la glycémie, qu'il faut intégrer l'insuline dans l'équation, que la glycémie prend beaucoup de temps pour se déréguler. Et ce qui est vrai, hein, je maintiens mon propos. Pour moi, il ne faut pas être centré sur la glycémie et la problématique reste l'hyperinsulinisme chronique. Mais le plus grand driver d'hyperinsulinisme chronique, c'est l'hyperglycémie. Donc forcément, l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, du coup, le fait de pouvoir avoir une vision beaucoup plus globale des variations de glycémie, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir une glycémie à jeun. Puisque habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On fait une glycémie le matin à jeun au labo, on a une valeur de glycémie, et puis on ne peut pas en dire grand-chose finalement. Parce que parfois, vous avez des glycémies à jeun qui sont élevées. Parce qu'on a un fameux phénomène qui s'appelle le Down phénomène, le phénomène de Loeb. Les patients, ils sont un peu stressés, ils vont au labo, ils font leur prise de sang, un pic de cortisol, et puis ils ont une glycémie à 1,15, supérieure à 1 en tout cas. Alors qu'ils n'ont pas du tout de troubles métaboliques. Mais c'est vraiment juste en lien avec ce phénomène de Loeb. Donc voilà, faux positif, faux négatif, quelqu'un qui a jeûné plus que nécessaire, qui va faire sa prise de sang par exemple, qui pourrait avoir une glycémie du coup plus basse. Donc ça reste quand même un petit peu limité cette glycémie à un instant T. Donc le fait d'avoir un capteur, ça nous permet vraiment de voir. C'est un excellent outil, je trouve, d'éducation nutritionnelle et même d'hygiène de vie de manière générale parce que ça va au-delà de l'assiette. C'est-à-dire que je suis capable de voir en temps réel comment varie ma glycémie et donc de voir quels sont les comportements que je mets en place qui vont faire que je vais avoir des glycémies trop élevées. Et là encore, je vais nuancer parce qu'il y a tous les détracteurs de cette approche SIM qui vont dire mais ça n'a jamais été problématique de faire des pics de glycémie. Non, je parle pas, je n'ai jamais dit que de faire un pic de glycémie postprandial était problématique. Moi, je dis que de faire des hyperglycémies chroniques, c'est problématique.
C'est ça que je dis. Et donc, le fait d'avoir un capteur de glycémie en continu va nous permettre vraiment de voir l'évolution des glycémies. Oui, effectivement, si j'ai une glycémie qui est allée entre 70 et 90, je fais mon petit pic de glycémie à 120, 130 après le repas, et puis elle redescend tranquille à 80, 90. Mais ça, c'est parfait. Mais quelqu'un qui est en baseline, il est à 100, et puis il monte à 120, 150, 180, et puis il reste élevé tout le temps, ça, par contre, c'est problématique. Parce que derrière, le pancréas, il sécrète quoi? De l'insuline. Et là, encore une fois, c'est pas l'insuline, un pic qui est problématique, mais c'est l'hyperinsulinisme chronique. Donc, déjà, ça nous permet de voir un petit peu est-ce qu'il y a des problématiques dans notre gestion de la glycémie, et ensuite de voir quels sont les comportements que je mets en place qui entraînent ces hyperglycémies chroniques. Donc, déjà, la base, l'assiette. Comment on parlait tout à l'heure de qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette. Est-ce que si je mange une assiette de pâtes blanches, je vais avoir le même pic de glycémie postprandial que si je mange une côte de bœuf avec des haricots verts. Donc peut-être que je vais pouvoir réajuster le lendemain et me dire, je vais peut-être pas mettre l'assiette entière de pâtes, je vais mettre la moitié de l'assiette de pâtes et puis je vais rajouter du poulet et puis je vais rajouter des brocolis. Et puis, je vais voir comment ça évolue un petit peu. Encore une fois, je ne cherche pas à enlever les pics de glycémie, je cherche juste à avoir des glycémies harmonieuses qui se lissent, où on ne fait pas des yo-yo. Parce que plus je fais des yo-yo de glycémie, et plus j'ai des glycémies élevées, plus j'ai de l'hyperinsulinisme chronique, plus j'ai des sensations de faim, enfin, tous des régules. Oui. Et je pense que ça permet de voir aussi comment est-ce que je réagis à tel type d'aliment. Peut-être qu'il y a des aliments qui ne me paraissent pas comme ça et qui me font surréagir. Ouais. Et où je pense, et Vincent en parlera mieux que moi, des timings de nutriments qui peuvent poser problème. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des chaînes américaines comme ça. Et j'ai vu une chaîne française, mais je ne me souviens plus le nom. Je parle de chaîne, mais c'est des comptes Instagram. Où vraiment leur feed, c'est j'ai mon capteur de glycémie, je vais manger tel aliment aujourd'hui et on va voir comment varie ma glycémie. C'est assez sympa. Alors après, forcément, cette personne n'est pas nous, donc on n'aura pas les mêmes résultats. Mais je trouve que c'est quand même des petites expériences qui sont sympas à avoir. Tiens, si je fais telle association, est-ce que ça va avoir un impact sur l'évolution de ma glycémie si je mange le fromage ou si je mange le fromage avec le pain, si je fais cuire mes pâtes longtemps, si ma carotte, je la mange crue ou si je la fais cuire et je la mixe en purée. Voilà, toutes ces choses qui vont faire que le même aliment, en fonction du mode de préparation, n'aura pas le même impact sur notre glycémie. Donc, oui. Mais chose que voient très bien les diabétiques finalement, avec leur capteur à glycémie, ils se rendent compte qu'en consommant des fibres avec des glucides, ils se rendent compte qu'ils ont besoin de moins s'injecter d'insuline. Et donc c'est Tout à fait. magnifique. Alors, il y a les fibres, il y a le fait de moins cuire les aliments, de moins fractionner les aliments, de faire cuire puis de laisser refroidir les aliments qui contiennent des amidons pour créer des amidons résistants. Ça, c'est hyper intéressant. Il y a le fait de rajouter du gras, d'acidifier un petit peu. Donc, il y a plein de petits tricks comme ça qui vont permettre un peu de limiter l'impact des aliments sur la glycémie. Tout à fait. Et puis, alors après, moi, j'ai fait l'expérience par moi-même de voir que finalement, parfois, l'assiette est absolument parfaite. Et pourtant, on va avoir des variations de glycémie qui vont pouvoir être importantes, et notamment dans des situations de stress. Le cortisol, son rôle, c'est de nous mettre de l'énergie à disposition rapidement et donc de libérer du glucose, de faire du glucose. Donc, du coup, effectivement, même en ayant une assiette parfaite, tu n'es pas censé faire varier la glycémie. Dans un contexte avec du cortisol élevé, on va avoir une glycémie qui s'élève. Donc, on voit par exemple quelqu'un qui va prendre de l'hydrocortisone à jeun le matin va avoir des pics de glycémie relativement importants. C'est Le peut-être sommeil aussi, si on manque de fait notre mea sommeil, culpa glycémie plus élevée. Ah, pardon, excuse-moi, Vincent. pardon, si on fait notre mea culpa sur le premier épisode, je suis en train de penser que on n'a pas parlé de profil cortisol, on n'a pas parlé de l'impact du sommeil. En tout cas, on l'a effleuré, tu vois, sur le Oui, c'est rôle. vrai, on devait parler de ces notions-là. C'est quelqu'un qui dort peu aura un cortisol plus élevé le matin et donc une glycémie plus élevée et aura plus faim d'ailleurs aussi puisque les signaux de faim et de satiété sont perturbés. Donc la qualité du sommeil, c'est vraiment essentiel. Avant d'aller se jeter sur des compléments alimentaires pour perdre du poids, mais essayez d'améliorer votre sommeil. Changez votre literie, dormez dans une chambre qui est dans le noir complet, bien fraîche,
éviter les écrans le soir. Voilà, ça c'est des choses de base en fait, mais que finalement peu de monde font. Quand je me réveille le matin, je vais m'exposer à la lumière, du soleil. Ça, c'est des choses qui sont fondamentales. Euh, Là, pour donner un peu de contexte, donc toi, tu as un capteur chez toi, moi j'en ai utilisé. Quel est le conseil d'utilisation, la modalité, dans quel contexte tu vas suggérer de porter un capteur à glycémie? Bah, comme je disais, un capteur, ça peut être un très bon outil d'éducation nutritionnelle, de voir un petit peu quels sont les impacts de mes choix alimentaire, mais aussi de mon hygiène de vie de manière générale, sur mes variations de glycémie. Et encore une fois, un capteur, ça dure 14-15 jours. 15 jours maintenant, les nouveaux capteurs, on n'est pas censé en mettre du 1er janvier au 31 décembre. En 15 jours, on est quand même capable de voir un petit peu, tout revient. C'est les mêmes modèles alimentaires, c'est les mêmes activités. En 15 jours, on est capable de voir un petit peu qu'est-ce qui fonctionne bien et qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Et bon, ben, moi, j'ai essayé ça. Ça a vraiment été une grosse prise de conscience c'est pour ça que j'ai beaucoup de recul sur ce qu'on va pouvoir dire, tu vois, Anne. C'est que ça a vraiment, j'ai été à l'inverse de certaines règles qu'on peut écouter sur des podcasts, sur Instagram, parce que c'est des règles générales. Et moi, personnellement, ça fonctionne pas, tu vois. Toi, tu l'as expérimenté sur toi? Ah oui, 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 j'en porte régulièrement quand j'ai besoin. Par exemple, quand je sais que je vais me remettre, imaginons, je suis partie une semaine en vacances, je vous ai dit, je suis flexible, hein. La flexibilité psychologique, c'est essentiel pour moi, d'accord? Donc, et ben, si je veux me remettre en cétose, ben, j'aime bien porter un capteur pour me rendre compte un petit peu comment évoluent mes glycémies. Et maintenant, je me connais bien, je sais exactement comment est-ce que je dois manger, mais voilà, de temps en temps, je trouve que c'est un bon outil de motivation aussi. Ouais, et c'est vraiment, comme tu dis, c'est de l'éducation, c'est aussi de l'exploration de soi-même. Ouais. Comment ça fonctionne? Quels sont les repères que toi qu'est-ce que tu regardes en fait sur ce Alors, graphique? on peut calibrer hein, les valeurs. Hein. On ne peut pas descendre en dessous de 70. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte, Ouais, mais on ne peut pas mettre moins de 70. moi Et c'est pas après, mon on peut cas donc déterminer en fonction. Bon, normalement, on est d'accord que chez un sujet malade, c'est son médecin, son diabétologue qui doit déterminer les valeurs cibles pour la personne. Mais je veux dire, quelqu'un qui veut être acteur de sa santé, qui veut aller acheter son capteur lui-même, voilà, et mettre son capteur et voir un petit peu ce qu'il en est. Hein. Il n'est pas diabétique, on est d'accord. Hein. Il veut juste, il est curieux. c'est de la Euh, prévention. voilà, c'est de la prévention, c'est de la curiosité. On a le droit d'être curieux quand même. On va pouvoir mettre la borne inférieure à 70. Et moi, j'ai tendance à dire de mettre la borne supérieure à 120, 120, 130. Ouais. Et de voir un petit peu comment ça évolue. Alors, imaginons, j'ai un pic à 150, mais c'est parce que je viens de faire un hit. Je viens de faire voilà, un gros entraînement physique. Mais c'est normal hein, que j'ai un pic de glycémie. C'est pas pathologique, ça. Par contre, si je vois que la personne, elle fait 15 kilos de trop et elle est en permanence à 120 et elle monte à 180, là, ça va pas. Tout ça pour expliquer l'activité physique, on peut faire des pics quand on fait une activité physique parce que le corps met à disposition de l'énergie, donc Tout à fait. C'est tout à fait normal. il va venir augmenter votre glycémie pour que vous soyez C'est disponible tout à fait normal. dans Donc, les encore phases. une fois, on n'est pas contre les pics de glycémie. Ça peut être hyper important. Hein. Je vais faire un pic de glycémie parce qu'il faut voilà, que je survive à une situation de stress intense. Bah, il faut que je l'ai, ce pic. Comment je fais sinon? On parle vraiment d'hyperglycémie chronique. C'est ça notre problème. Moi, Voilà. j'ai eu des prises de conscience sur ma santé, mais surtout sur le clafoutis de ma grand-mère. Ouah, c'était un truc de fou. Le clafoutis, franchement, il est excellent, mais il m'a Bah, fait si c'est manger une aimer. fois de temps en temps en pleine conscience, bon bah voilà, tout est une histoire d'équilibre, encore une fois. Hein. Je sais qu'il y a j'ai beaucoup de collègues, confrères qui sont voilà pro high fat low carb, cétogène et qui sont comme Ulrich Génisson par exemple, hein, que j'adore et que je respecte, et même les docteurs du Fournet qui sont en cétose depuis je sais pas des dizaines d'années. Je pense qu'ils sont jamais sortis de leur cétose avec des corps cétoniques super hauts. Moi, je fais pas partie de cette team-là. Je dis pas qu'ils ont tort. Je dis juste que pour moi, la flexibilité et le contexte fait que ça me semble plus sain de pouvoir sortir et revenir
dans mon état de cétose en fonction, encore une fois, de ma vie sociale aussi. C'est important. Et oui, parce qu'une vie sociale en sous cétose, Ça peut se faire parce qu'encore une fois, ils sont oui. très nombreux à être en régime cétogène, voire en régime carnique keto, qui est encore beaucoup plus restrictif depuis plusieurs années, voire dizaines d'années. Donc ça se fait. Et je pense que ça se fait aussi parce que quand on a été malade et qu'on met en place ce type de modèle et qu'on va mieux, c'est très difficile de revenir en arrière. Parce qu'on voit les bénéfices et on les perd très vite, les bénéfices, quand on ressort de l'état de cétose. Moi, par exemple, donc je disais que j'avais un problème d'intolérance aux glucides et que donc j'ai tendance à prendre du poids très facilement et j'aurais été clairement sur obésité et diabétique si j'avais pas mis en place ce modèle. Mais il y a aussi un autre impact extrêmement intéressant pour moi, c'est les capacités cognitives. C'est impressionnant quand je suis en cétose, quand j'ai des corps cétoniques que j'utilise comme fuel, notamment le bêta-hydroxybutyrate, je pense que je suis inarrêtable au niveau de mes capacités cognitives. J'ai des projets, un projet à la minute, je suis capable de travailler 12-13 heures par jour. C'est impressionnant. Et dès que je sors de cet état, bah, je suis plus lente, mais encore une fois, c'est parce que je suis intolérante aux glucides. Tout le monde ne l'est pas, encore une fois. Donc, à personnaliser, mais pour vous parler un petit peu des bénéfices. Et donc, du coup, de la motivation qu'on a à rester dans ce modèle. Parce que quand vous dites, oh là là, j'ai mangé, j'ai besoin d'aller faire la sieste, j'ai un brouillard mental pas possible, et qu'il faut enchaîner avec 4 heures de visio ou autre, bon, bah, vous préférez être hyper performant, quoi. Et pour mettre un peu de contexte sur voilà, les modalités pour utiliser un capteur à glycémie, est-ce que tu verrais des contre-indications pour utiliser ce genre d'outil? Pour moi, hors contexte médical, il ne faut pas être malade. Aucune pathologie, vous êtes en bonne santé, vous êtes curieux, vous voulez voilà, voir un petit peu comment ça fonctionne. Je trouve quand même que ça demande des connaissances. Je ne vois pas trop l'intérêt de se dire, allez, je ne suis pas un professionnel de santé, j'y connais rien, je vais mettre un capteur. Vous allez être incapable d'en tirer des leçons et de mettre en voilà, je sais que vous êtes pour l'éducation et voilà, et rendre un petit peu autonome les gens, mais bon, moi, quand même, pour moi, un capteur, ça doit être utilisé dans le cadre d'un accompagnement avec un professionnel de santé. Voilà, c'est mon avis, encore une fois. Peut-être que tout le monde ne le partage pas, mais c'est mon avis. Et en plus, c'est pas anodin, hein. Même moi qui suis plutôt friand de ce genre de choses, quand moi je l'ai mis, j'ai senti que, tu vois, j'allais me regarder. C'est comme un miroir de l'intérieur. C'est quand même particulier. Je pense qu'il faut vraiment que la personne soit accompagnée pour avoir, voilà, être éclairée par rapport Bah, à tout ce que ça implique de suivre sa propre réaction pendant 15 jours. tout à Ça fait. peut être particulier pour certaines personnes qui peuvent être à tendance un peu anxieuse ou Et oui, voilà, on pourrait mal interpréter certaines situations, du coup faire des mauvais choix. Enfin, pour moi, ça reste quand même un outil qui doit être encadré dans son utilisation. Sur les marques de capteurs à glycémie, moi, ça pourrait m'intéresser de Alors moi, voir. tu vois, je suis à Maurice, donc c'est des marques que vous n'avez pas en France. Mais en France, c'est les Freestyle, là, les Libre 3, là. Ok. C'est celui que tu as dû utiliser, non, Vincent? Ouais, j'ai utilisé ça, mais franchement, l'interface, moi, je reprendrais pas ça, mais je te conseille de prendre Ultra Human. Ok. C'est des Américains qui font des bagues, tu sais, pour le sommeil, pour Ah oui, j'ai monitorer vu le ça, ouais. sommeil. Et ils font aussi capteur à glycémie. Et j'ai vu l'interface du sommeil, donc je suppose que l'interface du capteur à glycémie Ok, est aussi plus intéressante. ok. Le graphique de Freestyle, franchement, Pas top, hein. On a du mal à revenir dessus en plus. Ouais, non, c'est ouais, pas c'est pas extra. ouf. En vrai. Avec Nutrien.co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Lien et code en description. Retour au podcast. Et sur les capteurs à glycémie, quand tu as utilisé personnellement les capteurs, qu'est-ce que tu as découvert chez toi? Bah, j'ai notamment bien confirmé que j'étais intolérante aux glucides. Tu vois, c'est le clafoutis de ta grand-mère, mais moi, c'est à peu près tous les aliments dans lesquels il y a ne serait-ce 10 grammes de glucides. Donc voilà, ça m'a vraiment permis de confirmer que j'avais vraiment cette mauvaise capacité à gérer les glucides que je consommais. Ça m'a aussi permis de découvrir que bah, dès que je gérais mal mon stress, j'avais une glycémie qui augmentait, ce qui explique que bah, certaines personnes qui sont stressées chroniquement peuvent avoir une résistance à la perte de poids.
non pas parce qu'elles mangent mal, mais parce qu'elles ont ces taux de cortisol qui peuvent être un petit peu élevés tout le temps, constamment. Et puis, j'ai compris aussi que le sommeil était indispensable parce que dès que j'avais 6 heures de sommeil, 6-7 heures de sommeil, bah là aussi, j'avais des glycémies qui n'étaient pas optimales, vraiment pas optimales. C'est vrai que cette exploration, Pierre, il faut absolument que tu le fasses. Et, moi, j'ai adoré. Euh, Vraiment, le top one, c'est peut-être le timing de ma prise de glucides. Mhm. J'ai vu que, tu vois, j'allais faire des pics, mais exagérés le soir. Ah oui, Et je dormais en hyperglycémie. Je baignais dans le sang toute la nuit, dans le dans le sucre. sucre. Ouais. C'est ce Et que alors, j'expliquais tout à l'heure. Vous vous ouais, souvenez de cette histoire de fenêtre de jeûne? Je vous ai dit ce qui était important, c'était la position. Et que plus on est insulino-résistant, plus la fenêtre est vers le soir, plus on fait des hyperinsulinistes, plus on fait des hyperglycémies. Donc c'est ce que tu as repéré. C'est-à-dire que quand tu manges tes glucides le soir, c'est un impact plus important que quand tu manges tes glucides en milieu de journée ou c'est incroyable. Et ça m'a décomplexé du petit déjeuner sucré aussi, tu vois. ah Euh, oui, pour ça. mais Non, mais même si je reste, tu vois, j'explore et parfois je vais un peu dans l'extrême. Je veux dire, j'ai réintégré des fruits ou une slice, enfin un morceau de pain, tu vois. Alors qu'avant, Après, tout j'allais dépend qu'est-ce que plutôt. tu fais après ton petit déjeuner. Est-ce que tu vas t'asseoir à ton bureau et tu restes sédentaire pendant 4 heures ou est-ce que tu vas bouger? Tout dépend qu'est-ce qu'on va faire. C'est toujours pareil. C'est pour ça que tout est à personnaliser. Si Et je ouais, vais ouais. m'asseoir pendant 4 heures et ne plus bouger pendant 4 heures, je ne suis pas persuadée que j'ai besoin de manger une tranche de pain. Par contre, si je sais que je vais aller faire une séance de sport, je peux manger ma tranche de pain, ma banane, ou que sais-je. Et je pense que peut-être t'en souviens pas, on avait discuté en sortant du restaurant et on marchait et il disait que ça te lissait ta glycémie à fond, ça absorbait en fait le pic. C'est le deuxième truc, mais alors ça, c'est magique, hein. Il faut le crier à tout le monde. Enfin, en tout cas, moi, je me le Ah, ça, crie. c'est le glucose Et je fais que goddess, là. marcher. Non, mais je fais que marcher maintenant. Eh Dès que je oui, mange, je marche, mais comme les anciens encore, tu vois. On parlait de la bah, soupe le il soir, la faut salade. activer ses Il n'y avait pas muscles. de marche digestive avant, tu vois. C'est ce qu'on a dit, activer ses muscles. Le plus gros capteur de glucose, ce sont vos muscles. Donc, plus vous avez une masse musculaire importante, plus vous activez, plus vous contractez vos muscles, plus vous allez utiliser ce glucose. Vous allez l'utiliser. Donc, effectivement, bah, au lieu de rester sédentaire, bah, je marche, je fais ma séance de sport, je fais mon HIIT, mon endurance, ma résistance rénique. Et là, c'est qui disait ça? Je l'aime beaucoup, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une américaine, je crois qu'à la base, elle est Med-G. Elle s'appelle Gabrielle Lyon. Je pense que vous la connaissez. Ah oui, Docteur oui. Gabrielle Lyon, Muscle is Medicine, Muscle is Life, c'est un peu son créneau. Et elle disait dans un talk qu'elle a fait, j'ai trouvé ça bien dit et je lui ai piqué, you deserve carbs. Les carbs, Les ça se glucides, ça se mérite. mérite. Et les Eh glucides, oui. ça se mérite. Et je trouve ça intéressant. Et ça rappelle encore la notion de personnalisation. Je ne dis pas que tout le monde doit être à moins de 20 grammes de glucides par jour. Je dis qu'en fonction de votre lifestyle, bah, vous pouvez peut-être en manger moins de 20, 50, 100, 150. Donc, personnalisation, c'est vraiment le maître mot. Là, j'ai une question par rapport à ça et je me posais la question. Alors, d'accord, la marche, l'exercice physique derrière va lisser ma glycémie, mais malgré tout, ça ne change pas la charge glycémique de mon repas. Ça change pas la charge calorique non plus. Non, Euh, donc, est-ce que c'est un moyen de tricher parce que je vais venir utiliser cette charge glycémique ou en fait, en soi, tu triches pas, tu mets en place une action pour utiliser ce glucose. et à l'inverse, est-ce que si j'avais déjà une mesure avant la marche, c'est-à-dire diminuer ma charge glycémique dans mon repas, est-ce que ça aurait plus de sens que de me dire bah là je prends des glucides et je vais les lisser après d'actifier. Tu vois ce Bah, que je veux dire le alors raisonnement? là, oui, mais ça, ce sont toujours des réflexions intéressantes. On dit souvent en psychonutrition que pratiquer une activité physique dans le but de compenser un comportement alimentaire, c'est entretenir le trouble du comportement alimentaire. Ouais, Ouais. par exemple, l'hyperphagie boulimique qui va aller faire 3 heures de tapis parce qu'elle a fait une crise de boulimie. C'est un peu la même chose que d'aller vomir. Parce que je me fais vomir, j'entretiens mon trouble parce que je sais que je vais pouvoir aller vomir. Donc, l'activité physique qui est faite dans le but de compenser un comportement alimentaire, est-ce que c'est vraiment sain?
personnellement, je pense que non, ce n'est pas ça. Par contre, pratiquer une activité physique parce qu'on sait que c'est bon pour la santé et que ça doit faire partie de l'hygiène de vie, c'est à encourager. Et bien évidemment, s'alimenter en fonction de son activité physique, ça me semble aussi plutôt cohérent. Donc c'est voilà un petit peu. Alors là, on n'est jamais dans la tête des gens. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils vont aller faire leur run après avoir mangé. Est-ce que c'est parce qu'ils avaient prévu de le faire et parce qu'ils savent que c'est pour être en bonne santé, ou ils le font parce qu'ils ont mangé une pizza. Ça, on ne Et sait oui, pas oui. trop. C'est est-ce que je me claque deux pains au raisin et je vais marcher derrière, ou est-ce que j'augmente légèrement mes glucides dans mon repas qui est équilibré et derrière j'ai une activité physique adéquate. Ou Il est-ce y a que je quelque me chose laisse manger tranquille, mon pain en raisin, et c'est OK, et tout va se rééquilibrer. Ça fait partie un petit peu de la flexibilité psychologique, de se dire, OK, je suis pas obligée de manger 100% du temps absolument parfaitement pour pas sécréter d'insuline et d'avoir un côté un peu flexible et souple, et tout est une histoire d'équilibre, hein. Un modèle alimentaire, l'équilibre, c'est sur 7 à 10 jours. Donc, est-ce que vraiment un repas va menacer ma santé métabolique? Il faut pas non plus exagérer, non. Oui, et tu vois, on peut sortir du prisme aussi, le fait d'avoir 15 jours. J'ai trouvé que ça me sortait aussi de l'assiette, ça me sortait de la Tout à journée. fait. On Tu vois, repart sur cet équilibre, cette notion de moyenne, d'équilibre. Euh, une- un modèle alimentaire, il ne dépend pas d'un repas, il ne dépend pas d'une journée. C'est vraiment un équilibre sur 7 à 10 jours. Et c'est le poids, c'est pareil. Moi, c'est un exercice que je fais beaucoup faire, les calculs de poids moyen. On sort de ce poids à un instant T qui veut rien dire et on calcule des poids moyens hebdomadaires. C'est le vrai reflet du poids. Donc, c'est pareil pour le comportement alimentaire. Sinon, on serait des robots, vous imaginez. Alors, là, encore une fois, tout le monde n'est pas d'accord et je partage l'avis de beaucoup d'experts qui, pourtant, estiment que un modèle, c'est un modèle du 1er janvier au 31 décembre. Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Même si je suis pour les modèles high fat low carb ou les modèles cétogènes en cas de troubles métaboliques, je suis pour la flexibilité. Et je le vois avec les personnes que j'accompagne. On n'est pas dans, dans une course, dans un 100 mètres. On est dans quelque chose qu'on va mettre en place pour toute sa vie. Donc, est-ce que je ne vais plus accepter les invitations? Est-ce que je vais plus sortir? Est-ce que je vais plus partir en vacances? Donc, le tout, c'est de trouver cet équilibre. Il y aura des semaines où on fera 100% tout bien, et des semaines où ça sera 80-20, et des semaines, ça sera l'inverse. Mais le tout, c'est l'équilibre, de voir sur une année. Là, sur l'année, j'ai perdu 5 kilos, et l'année d'après, j'ai maintenu ma perte de 5 kilos. Alors que si je fais tout bien pendant 3 mois et qu'après, qui dit hyper contrôle, dit perte de contrôle, à un moment ou à un autre. Donc, la flexibilité, je trouve, permet de maintenir le modèle sur le long terme. Mais ça permet aussi, ce capteur de glycémie, vraiment de personnaliser son assiette et de s'explorer. Et c'est ça qui est intéressant. Pour résumer, c'est ce que toi, tu avais testé, Vincent, c'était le Freestyle 3 et l'Ultra Human en capteur, pour que les Ultrahuman, auditeurs. j'ai pas essayé, mais ça sera Et sûrement le prochain. Ouais. ouais. Et puis après, ça Ah ouais, permet de comment voir ça se surtout passe? Bah, comment ça vous se passe réagissez sur aux le. nutriments. Ouais, comment on fonctionne face aux nutriments. Une autre prise de conscience, ça a été, tu sais, j'étais très glycémie, glucides, et je me suis rendu compte que la charge calorique, donc plus je mangeais en quantité, plus j'avais du mal à venir corriger mon pic de glycémie, tu vois. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas conscience. Le trop manger faisait que je piquais, mais j'avais du mal à revenir Mais sur quelque après, tout chose de stable. dépend manger quoi, hein. Ouais, bien sûr, mais globalement, c'est ce que j'ai vu. Ok. C'est dès que je rajoutais de la quantité dans mes repas, je Mhm. voyais que ça avait un impact. Et le deuxième, enfin le dernier peut-être grosse prise de conscience, c'est les fruits. J'adore les fruits. Et les fruits le soir, la mangue le soir, À la c'était mangue, en plus, incroyable. ça fait Ouais. pas partie Mais des. en tout cas, les fruits, j'ai trouvé que il y avait un vrai impact sur ma glycémie, tu vois. Ouais. Oui, c'est vrai, quand on dit 5 fruits et légumes par jour, les gens entendent 4 fruits, un légume. Et c'est Ouais. plutôt 4 légumes, un fruit. Donc, c'est vrai que les fruits, ça peut être un peu les faux aliments. Moi, le premier truc que je dis, c'est les fruits, ça se mange, ça se boit pas. Déjà, on limite un peu la casse avec tous les jus, les trucs et ceci, cela. Et ensuite, effectivement, dans les fruits, il va y avoir les baies, par exemple, qui vont quand même avoir une charge glycémique beaucoup plus faible que si on prend l'exemple type, le raisin et la banane. Et après, oui, les fruits tropicaux comme la mangue, le litchi, ce genre de fruits. Donc, c'est vrai que les fruits, on a tendance à dire c'est naturel, c'est le sucre naturel, blablabla. Bla. Bon, c'est quand même une charge en glucides qui est conséquente. Donc, manger des fruits à des non, jamais.
Ouais, mais c'est vrai que En c'est une prise de conscience et c'est encore dans cette démarche d'ultra personnalisation et c'est là où ça a du sens. Moi, je suis de la team pêche blanche, tu vois. J'adore les pêches blanches. Ben, avant, je m'en claquais peut-être trois quatre parce que vraiment, j'adorais ça. Et ben voilà, j'avais un peu plus de mesures par rapport à ça. Je me l'interdisais pas, mais par contre, j'avais diminué quand même cette quantité, tu vois. Et oui, il y a une notion qui est intéressante. J'avais pris ça dans un DU de psychologie de la nutrition, où il parlait de la notion de rassasiement sensoriel spécifique. Et il expliquait que donc pour chaque aliment qu'on mange, on a ce rassasiement sensoriel qui va arriver. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu vas manger ta pêche blanche, tu vas la manger, première bouchée, deuxième bouchée, et tu vas la trouver toujours aussi bonne. C'est pour ça d'ailleurs que tu vas peut-être en manger quatre. Et que ce qui va t'arrêter de la manger, c'est peut-être le volume qu'elle prend dans l'estomac, l'inconfort qu'elle va t'apporter. OK? Parce que les fruits et les légumes n'ont pas de rassasiement sensoriel spécifique. Pour avoir un rassasiement sensoriel spécifique, il faut un aliment qui est dense en énergie, dense en calories. Donc, il faut des aliments qui sont obligatoirement gras, que ce soit gras sucré ou gras salé. Et donc, faire l'expérience du rassasiement sensoriel spécifique sur, par exemple, du fromage ou sur une viande très grasse, sur de l'avocat même, ça marcherait. Et ben, vous allez vous rendre compte que si vous mangez l'aliment vraiment en pleine conscience, la première bouchée ne vous apportera pas du tout le même plaisir que la 10e. Et c'est ce qui va vous faire vous arrêter de manger. C'est que vous allez vous dire, ah tiens là, je prends plus autant de plaisir à manger cet aliment. Vous avez atteint un rassasiement sensoriel spécifique. Mais pour les fruits, ça marche pas. Donc c'est vrai que pour les fruits, on est capable d'en manger vraiment une quantité vraiment importante parce que c'est surtout le volume qui va faire qu'on va s'arrêter. Donc peut-être coupler le fruit à un aliment gras, à de la purée de Avec des cacahuètes, noix. à des noix, pour avoir cet apport calorique, ce gras qui va lui venir apporter le rassasiement sensoriel spécifique. Bon, bah ça, c'est magnifique. Pierre, t'as envie de te mettre un petit capteur ou pas là? Oui. Ouais, mais c'est plus pour l'exploration, tu sais. On parlait, on se demandait quel titre on allait mettre à cet épisode court avec Vincent. Et tu sais, on explore. Je l'ai un peu copié. Je me suis acheté la même montre connectée pour un peu pour évaluer le sommeil, avoir des données. Et on se disait au final, bon, il y a une grosse marge d'erreur. On avait fait un Oui, épisode. C'est Alexandre qui avait fait une marge clairement. d'erreur avec je crois que c'était Un expert sur les montre montres cardio qui nous. GPS. Oui, un expert là-dessus qui disait bon, il y a 30% de marge d'erreur, par exemple, sur l'analyse du sommeil par rapport à un polysomnographe. Mais ça te donne quand même une tendance et ça permet de voir. Le but, c'est pas d'être très strict et comme d'habitude, mais ça permet d'avoir des données et de pouvoir explorer, hein. C'est comme les prises de sang, c'est À un imparfait. instant T. Et C'est là, les capteurs à glycémie, c'est sensible, c'est Oui, quoi le. oui, c'est assez fiable. Oui, tout à fait. Mais c'est l'interprétation des données qui sera pas très L'interprétation des fiable. données devrait être réservée à un professionnel de santé, à un médecin, tout à fait. Et oui, oui, c'est super important, je pense, d'être accompagné. C'est vraiment l'occasion de mieux se connaître, d'adapter ses habitudes de vie. Et c'est que 15 jours aussi. C'est ça qu'il faut répéter, hein. Est-ce que comment tu vois la modalité d'utilisation? 15 jours à une saison, 15 jours à une autre? Tu vois, je me suis dit, Ah pourquoi oui, pas. alors, parce que pour moi, j'habite dans un endroit où c'est un peu tout le temps la même saison. Donc, je n'ai pas cette C'est notion. la meilleure des saisons en plus, hein. Mais en France, c'est vrai que en fonction des saisons, vous n'avez pas du tout les mêmes comportements. Vous vous réveillez pas aux mêmes heures, vous couchez pas aux mêmes heures, vous mangez pas du tout les mêmes choses, vous n'avez pas le même niveau d'activité physique, vous passez moins de temps dehors. Donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour le coup, quand vous avez des saisons avec des gros changements de saison, de le faire éventuellement à chaque saison 15 jours pour voir potentiellement en fonction voilà des modèles alimentaires et du rythme de vie un petit peu quel est l'impact. Ça pourrait être intéressant. Mais Ok. toujours encadré, hein, on est d'accord. Bon, on va conclure, Pierre. T'as une question? Je Non, pense que c'est bien. On voulait te dire, est-ce que c'est un outil de connaissance de soi, un outil de biohacking ou c'est juste un gadget, du coup, ce capteur à Ah non, glycémie? c'est pas un gadget, c'est une véritable technologie qui est extrêmement intéressante alors, à la base pour le patient malade. Donc, encore une fois, qui n'a plus besoin de se faire des dextros. Moi, je peux vous dire, j'ai fait 2 diabètes gestationnels. J'en pouvais plus de me piquer, hein. Alors, vous imaginez quelqu'un qui est diabétique depuis 20 ans?
c'est l'horreur absolue. On perd complètement la sensibilité du bout des doigts. Donc, voilà, à la base, c'est un outil qui a été conçu pour le suivi des patients diabétiques et il est extraordinaire. C'est une véritable technologie. Et aujourd'hui, détourner, voilà, pour effectivement peut-être la prévention des troubles métaboliques, la connaissance de soi. Pourquoi pas? Je trouve que c'est un outil qui est intéressant, mais qui doit être utilisé, encore une fois, de manière encadrée, parce que ça reste des valeurs biologiques qui demandent d'être interprétées par un professionnel de santé qui a les compétences pour le faire. Ben c'est super, Anne. Merci beaucoup. Tu as été encore à 1000%. On s'est régalé. Merci à vous. Oui. Merci à tous pour nous avoir écoutés. Les 5 étoiles, hein, Allez-y, faites pas les suivez timides. Anne. On vous mettra les liens et puis voilà. Allez, merci beaucoup. Ciao tout le À monde. bientôt. À tout le monde, salut.